Bonjour, Marc-Alphonse Forget, président de la Société d'archéologie et d'histoire du département de la Manche. En mon nom, au nom de notre conseil d'administration, de nos présidents de section et de leur conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à nos adhérents, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette visioconférence. Grâce à l'amélioration de la situation sanitaire, nos sections ont pu reprendre les activités en présentiel, conférences, visites, cela depuis la rentrée de septembre. Nous avons pu réaliser notre Assemblée générale le 2 octobre à Granville. Elle a été suivie par 123 adhérents présents ou représentés. Et à la demande de nombreux adhérents, nous avons décidé de maintenir nos visioconférences. La fréquence sera moindre qu'en période de Covid. Nous en ferons une environ tous les trimestres, donc celle-ci aujourd'hui. Une deuxième sera proposée courant décembre. Une troisième, c'est fin février, début mars. Et puis la quatrième, fin avril, début mai. J'ai le plaisir également de vous confirmer que nos rencontres départementales de l'histoire prévues les 26 et 27 novembre aux archives départementales et au musée d'art et d'histoire de Saint-Lô sur le thème « L'histoire au fil des tapisseries du musée de Saint-Lô » se dérouleront bien comme prévu. Il reste encore quelques places disponibles, mais si cela vous intéresse, il faut vous dépêcher car elles seront prises, je pense, très rapidement. Nous voici donc réunis pour cette nouvelle visioconférence et c'est avec un très grand plaisir que j'accueille Olivier Jouot. Olivier Jouot est membre de notre société, membre de la section de Saint-Lô. Et il va nous parler des Juifs de la Manche et des Justes pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec ses élèves du Collège Gambetta de 40 ans, Olivier a mené un travail de recherche sur les différents parcours de vie de ces Juifs de la Manche. Un travail important sur la Shoah dans notre département, qu'il n'a cessé d'étayer jusqu'à l'inauguration d'un mémorial de la Shoah et des Justes, parmi les nations, à Cherbourg-en-Cotentin, le 4 octobre 2020. Cette conférence est le fruit d'un long travail de recherche, étalé sur une dizaine d'années, sur les Juifs et les Justes de la Manche. Serge Klaesfeld a été pour lui une source d'inspiration. Il a d'ailleurs envoyé un message audio lors de l'inauguration du mémorial de la Shoah à Cherbourg. Notons également que l'ambassadeur d'Israël était présent. Le travail de recherche d'Olivier continue et ce qui est remarquable, c'est que ce n'est pas un travail solitaire, ce n'est pas le travail d'un seul chercheur, mais il y associe ses élèves. Quel meilleur moyen d'assurer les prises de conscience et de garantir la mémoire et la transmission. Cette conférence est donc un point d'étape dans un parcours déjà bien engagé. Olivier, je vais te passer le relais et on se retrouvera en fin de conférence. Merci beaucoup. Je vous propose donc une conférence sur les Juifs de la Manche pendant la Seconde Guerre mondiale qui est le fruit de 10 années de travaux, comme le disait Marc tout de suite. Effectivement, comme il insistait aussi, c'est quelque chose qui a été fait dans le cadre d'un projet éducatif qui a commencé en 2012, qui n'est pas achevé, puisque je cherche toujours à y associer un maximum de jeunes. Vous avez ici des souvenirs de la première année de recherche en 2012 devant les archives départementales, et puis on retrouve souvent les mêmes élèves d'ailleurs qui ont pris quelques années devant le nouveau mémorial qui a été inauguré le 4 octobre dernier. J'ai eu l'occasion avec mes collègues de travailler sur les Juifs de la Manche pour préparer des voyages éducatifs comme à Amsterdam ou bien à Auschwitz ou encore en Israël plus récemment. Ce travail a aussi l'occasion de mettre les jeunes en contact, en relation avec des témoins, comme vous pouvez le voir ici en image, avec
Marcel Bromberg, né Pipkis, tout à fait récemment, Estelle Rosenthal, ou bien ici Madeleine Drouet, née Mielniki. On voit aussi les élèves au travail sur des documents qui sont par exemple ici conservés aux archives départementales de la Manche. À une époque où j'avais encore des cheveux. Et donc le 4 octobre 2020, à Cherbourg, nous avons inauguré un mémorial départemental de la Shoah, comme vous le voyez ici, qui recense les Juifs manchois victimes de la Shoah. Alors j'en profite pour distinguer Juifs manchois et Juifs de la Manche. Ici la conférence porte sur les Juifs de la Manche, donc c'est dans mon esprit légèrement différent. Juifs manchois, ce sont les Juifs qui ont un lien avec le département, soit qu'ils y soient nés, soit qu'ils y aient vécu, soit qu'ils y soient arrêtés, mais qui ne sont pas pour autant tous domiciliés dans la Manche au moment du recensement obligatoire d'octobre 1940. Juifs de la Manche, ce sont les personnes qui vivaient effectivement, qui étaient domiciliés dans la Manche en octobre 40 au moment du recensement. Donc nous allons aujourd'hui travailler plus spécifiquement sur les Juifs de la Manche. Les recherches se poursuivent. Au niveau des sources que nous avons à notre disposition, nous avons des sources publiques qui sont conservées aux archives nationales. Je pense au dossier d'arianisation, de spoliation qu'on a utilisé, qui sont conservés au SHD Caen, qui sont conservés aux archives départementales de la région Rouen, donc en Seine-Maritime, et aux archives départementales de la Manche. Nous avons aussi les ressources d'archives municipales. Et puis nous avons des ressources privées, des sources privées, donc des photographies, mais aussi des témoignages que nous avons recueillis. Et donc ça permet d'avoir une grande diversité de sources que l'on croise. La difficulté pour travailler sur ce sujet, c'est qu'une partie des archives et des sources ont été détruites par au moins deux moyens. Il y a bien sûr les destructions qui sont liées au combat de la libération. On pense bien sûr à la destruction de Saint-Lô et de la préfecture, mais vous avez aussi des archives municipales ou de sous-préfectures qui ont été détruites définitivement par les combats. Mais vous avez aussi des archives qui ont été détruites volontairement à l'initiative de l'administration ou de quelques personnes. Alors je pense au sous-préfet d'Avranches qui a fait un grand feu de joie dans la sous-préfecture et donc qui a d'ailleurs été poursuivi après la guerre pour cela. Et puis vous avez aussi des consignes qui ont été données par l'administration dès la libération pour détruire tout ce qui faisait référence à la législation d'exception qu'avait mis en place Vichy. Donc malheureusement, cela a pu provoquer la destruction d'archives concernant les Juifs. Assez rapidement, l'administration a fait marche arrière en disant « conservez quand même ce que vous avez sur les Juifs parce que ça peut leur être utile pour faire valoir leurs droits », mais sans doute des documents ont-ils été détruits. Alors les Juifs de la Manche en 1939-1940, j'ai recensé finalement en travaillant sur le parcours de plusieurs centaines de Juifs manchois, j'ai recensé 145 personnes domiciliées dans notre département, 126 qui l'étaient en septembre 1939 au moment de la déclaration de guerre, et 19 qui sont venus se réfugier dans la Manche entre septembre 1939 et octobre 1940 au moment du recensement. Passé cette date, c'est difficile de dire exactement combien de personnes qualifiées de juives par l'occupant vivaient dans notre département, parce qu'il y a eu beaucoup de départs provoqués par les Allemands. En octobre 40, enfin en novembre 40 plus précisément, les Allemands ont fait évacuer de Cherbourg beaucoup d'étrangers, dont des Juifs. Et puis il y a aussi des gens qui sont partis de leur propre fait en direction de Paris souvent. Et à l'inverse, vous avez des familles qui sont venues, qui ont continué à venir, à s'installer dans la Manche, comme la famille Albagli, par exemple, à Mortain, qui n'arrive
qu'en novembre 1940. C'est donc difficile, passé cette date, de savoir exactement combien de personnes qualifiées de juifs par l'occupant résidaient dans notre département. Donc on voit qu'au niveau de la répartition, il y a un très gros déséquilibre. L'essentiel des juifs de la Manche vivent dans l'agglomération cherbourgeoise. Arrive en deuxième position, si je puis dire, Granville, avec 22 personnes, 22 individus, et Avranches en troisième position. Alors, ces juifs de la Manche sont très majoritairement français. Sur les 145 que j'ai identifiés, vous en avez 99, soit 68% qui sont français. Mais la plupart de ces Français le sont par acquisition. Donc ceci expliquera peut-être pourquoi les Français dans la Manche sont moins bien protégés, les Juifs français sont moins bien protégés dans la Manche que dans le reste du pays. Parce que ces Juifs français par acquisition, finalement, n'ont pas les réseaux peut-être pour bénéficier d'une protection, ont peut-être un accent qui peut les trahir ou une mauvaise maîtrise de la langue française. Au niveau des nationalités étrangères, vous voyez que ce sont largement les Polonais qui arrivent parmi la première nationalité étrangère, avec 21 Polonais, sans compter les enfants qui souvent ont été naturalisés français par déclaration. Et puis les Roumains ensuite avec 11 personnes et 5 Russes, et après c'est très dispersé. Alors je me suis permis de comparer avec un télégramme du préfet établi en février 1943, mais reprenant les chiffres d'octobre 1940, et là on voit qu'effectivement il y a des discordances. Mais je pense que le préfet de la Manche, lorsqu'il dit qu'il n'y a que 77 Français sur 139, c'est parce qu'il considère que les enfants déclarés français sont toujours des étrangers dans son esprit. Et puis, je suis à la recherche de ces 2 Hollandais, par exemple, que je n'ai pas identifiés. Par contre, il n'a pas 2 Yougoslaves dont je suis sûr de la présence. Alors, est-ce que les Hollandais sont devenus Yougoslaves ou les Yougoslaves devenus Hollandais? C'est fort possible. Alors, ces 145, ou plutôt 126 en 1939 juifs sont moins nombreux en fait que cela aurait été le cas quelques années plus tôt, puisqu'il faut avoir à l'esprit que Cherbourg a été pendant plusieurs décennies la porte de l'Amérique, et qu'à ce titre, Cherbourg a attiré beaucoup de juifs à destination du Nouveau Monde, qui fuyaient la misère ou les persécutions, principalement les Juifs d'Europe de l'Est, et que ce trafic vers l'Amérique a généré aussi une installation d'autres Juifs qui ont fait du commerce avec cette clientèle particulière. En témoigne la publicité que vous voyez ici pour l'International Hôtel-Restaurant, qui était tenu par un juif, M. Chautréanou. Et vous voyez que la publicité d'ailleurs est rédigée en yiddish. Et donc il proposait une cuisine cachère pour sa clientèle. Moïse Chautréanou n'est plus à Cherbourg à la période qui nous intéresse. Par contre, son ex-épouse et son fils sont encore présents. Cherbourg était porte de l'Amérique, mais vous savez sans doute que dans l'entre-deux-guerres, les États-Unis commencent à refermer le flux migratoire. Dès 1924, ils vont mettre en place des quotas qui ne sont d'ailleurs pas favorables aux Juifs d'Europe de l'Est. Cela va nécessiter pour les compagnies qui transportent les émigrants de construire des hôtels dont il reste aujourd'hui encore trace à Cherbourg. C'est le fameux hôtel Atlantique, qui est toujours debout à Cherbourg, et qui était destiné à recevoir les immigrants avant leur embarquement,
Et dans cet hôtel Atlantique, vous aviez une section destinée aux Juifs européens, avec restauration cachère et une synagogue et un rabbin dans ces années 1930. Et vous pouvez encore voir d'ailleurs témoignage de ce courant migratoire d'avant-guerre. Vous pouvez encore voir aujourd'hui une publicité en bas des Rousters à Cherbourg au niveau de la voie ferrée pour une compagnie Royal Mail Line qui avait aussi ouvert à proximité un hôtel dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Et sur cette publicité, on vante les départs pour l'Uruguay et l'Argentine. Parce qu'il ne faut pas perdre d'esprit que l'Amérique latine est aussi une terre d'accueil pour les Juifs et que les quotas des États-Unis ont en fait favorisé l'émigration vers les pays d'Europe latine. Alors les Juifs de la Manche étaient commerçants, très largement commerçants à 71%. La plupart étaient forains, quelques-uns avaient des boutiques, beaucoup dans la confection, mais nous avons aussi quelques autres métiers. En témoigne ici la photographie de la Grande Auberge à Saint-Jean-le-Thomas qui était tenue par un juif italien, Édouard Tilch. Et puis nous avions deux dentistes, par exemple, juifs manchois, comme ici Raymond Calamaro qui était dentiste à Cherbourg. Et puis vous aviez aussi M. Wissner qui était dentiste à Valognes, 40 ans, qui avait plusieurs petits cabinets. Nous avions deux médecins, un à Cherbourg, l'autre à Gers, et 4 enseignants. Alors, ces professions libérales étaient plutôt occupées par des juifs manchois français de souche, on va dire, alors que les commerces forains étaient plutôt occupés par des étrangers ou des Français naturalisés. Alors, lorsque la guerre survient, les Juifs de la Manche vont combattre les nazis, soit s'ils sont français dans l'armée française, soit s'ils sont étrangers dans l'armée polonaise, par exemple, ou dans la Légion étrangère française, donc par volontariat, dans ces cas-là. Dans le cas des Juifs polonais, c'est un peu particulier parce que donc, certains qui voudraient combattre dans l'armée française vont être dirigés vers l'armée polonaise qui recrute en France. Mais l'armée polonaise enfin du moins les officiers de l'armée polonaise sont réputés aussi pour l'antisémitisme. Donc certains Polonais vont refuser et vont préférer essayer de combattre dans la Légion. L'engagement contre le nazisme va se prolonger dans la résistance pour un nombre non négligeable de jeunes juifs de la Manche. Jacques Prellman, par exemple, va passer en Espagne et de là va s'engager dans les forces de la France libre, comme le fera Raymond Calamaro, comme le fera Georges Zucker. Donc j'ai repéré 5 Juifs de la Manche qui se sont engagés dans les forces de la France libre. Et puis vous avez aussi des personnes qui ont été faites prisonnières en 1940. C'est le cas par exemple à gauche de Jules Pipkis, qui était commerçant à Saint-Lô. Et il se trouve que ces personnes ont été en quelque sorte protégées par leur uniforme, parce que tout le temps qu'elles ont été au Stalag en Allemagne, elles n'ont pas été inquiétées pour leur judéité. Ça peut paraître surprenant, mais la Wehrmacht a respecté les accords de Genève, dans les grandes lignes, bien sûr, mais les Juifs qui ont des fois été recensés n'ont pas pour autant été
extradés des stalags pour être dirigés vers des camps d'extermination, à l'inverse des républicains espagnols, par exemple, qui lorsqu'ils étaient prisonniers de guerre, ont fini par être envoyés au camp de Mauthausen, où beaucoup ont succombé. En octobre 1940, c'est la première mesure en fait, antisémite qui va être mise en place à la demande des Allemands, c'est le recensement des Juifs. Donc c'est une ordonnance allemande qui ordonne le recensement des Juifs en 1940, mais l'exécution va être française. Alors soit que les Allemands préfèrent confier cette tâche à l'administration française, soit que l'administration française ne veut pas non plus abandonner sa légitimité en quelque sorte si facilement. Et donc les Allemands ordonnent le recensement des Juifs. Alors il faut revenir sur la définition des Juifs telle que la donnent les Allemands. En octobre 40, parce que ça va changer par la suite, est considéré juif celui qui est de confession juive ou bien qui a 3 grands-parents juifs. On verra que ça changera par la suite. Donc, à ces conditions-là, eh bien, on arrive à un total de peut-être 125, 139. Je vous rappelle que moi, j'en ai comptabilisé à peu près sûrement 145. Alors, pourquoi 125 ? Parce que dans Ouest Éclair, on lit un petit article où il est question des 125 Israélites dans la Manche. Et au même moment, la préfecture semble en avoir compté 139. Bon, il y a des resquilleurs, c'est certain. Le préfet le dit. Hein, ça peut permettre d'expliquer la différence entre 125 et 139. Sur ce télégramme que j'ai retrouvé aux archives départementales de Seine-Maritime, le préfet détaille les nationalités. Hein, c'est ce qui m'a permis de faire le tableau que j'ai projeté tout à l'heure. Parallèlement, une surveillance policière se met en place. On vérifie que tous les Juifs sont déclarés. Et nous avons par exemple ce document exceptionnel qui est conservé aujourd'hui à Saint-Lô et qui est un cahier qui recense les personnes de race juive dans l'arrondissement. En réalité, ce n'est pas dans l'arrondissement de Cherbourg, c'est uniquement sur Cherbourg. Et ce cahier est visiblement tenu par soit les policiers, soit l'administration de la sous-préfecture. Et nous donne des détails précieux. Ce qui montre que l'administration savait qui étaient et où étaient la plupart des Juifs de la Manche. Et puis ensuite, l'administration va prendre soin de tenir à jour son fichier, éliminant d'ailleurs des fiches au fur et à mesure que les gens sont arrêtés. C'est aussi ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas remis la main sur le fichier que l'administration préfectorale tenait, c'est qu'au fur et à mesure que les gens étaient arrêtés, les fiches étaient supprimées. Donc ces deux documents relatent en fait les enquêtes qui sont menées pour avoir des renseignements sur ici Monique Cross à droite ou les 3 enfants Belzinski. Et puis sur l'autre document, on nous dit qu'il y a des personnes qu'on ne doit pas contraindre au pointage parce que finalement elles ont été rayées de la liste des personnes de race juive. La deuxième mesure importante et qui est au même moment, hein, c'est le statut des Juifs, hein, cette fois-ci à l'initiative du régime de Vichy, et qui va priver les Juifs, qu'ils soient français ou étrangers, de leurs droits, qui va pour la première fois créer au moins 2 catégories de citoyens. Cette loi, il faut la replacer dans un contexte en fait nationaliste et pas seulement antisémite, hein, xénophobe. C'est une loi qui est réclamée par la droite conservatrice depuis plusieurs années, donc avant la déclaration de guerre. Et sous la Troisième République, on prend déjà des mesures qui sont xénophobes
qui vont empêcher des étrangers de pratiquer le métier de dentiste ou le métier de médecin ou d'avocat, sauf à être de nationalité française depuis un certain nombre d'années, ou sauf à avoir des parents français. Donc il y a des mesures qui sont déjà réclamées avant la période de la guerre. Et le statut d'octobre 1940 va avoir pour effet immédiat de priver des juifs français de leur emploi. Vous avez ici par exemple mademoiselle Barkhane qui était professeure d'allemand au collège de jeunes filles de Coutances, qui est remplacée, nous dit Cherbourg-Leclerc, par mademoiselle Ratz, et madame Rollet, qui était aussi professeure à l'EPS de Saint-Lô, et quant à elle, remplacée par madame Donadé. Eh bien, il se trouve que mademoiselle Barkhane et madame Rollet étaient juives toutes les deux. Cherbourg-Leclerc aussi relate la mise à la retraite de M. Blum, qui avait été, nous rappelle-t-on, juge quelques années au tribunal de Cherbourg. Donc lui aussi perd son métier. Alors en fait, cette mesure qui, dans l'esprit de ce qu'il a réclamé, visait plutôt les juifs étrangers, en fait, va surtout toucher les juifs français, qui ne peuvent plus être fonctionnaires. Les journaux locaux font état donc du statut des juifs sans commentaire ou s'en félicitent. Il faut signaler une exception, c'est Le Grandvillet, qui publie un article d'Édouard Lurienne, dont le nom de plume est Camille, et qui a 87 ans, et qui, lui, est le seul à dénoncer la mesure prise par le régime de Vichy, et qui parle de guerre des races et qui la juge, vous voyez, fâcheuse. Et puis il y aura donc en juin 1941 un nouveau statut des Juifs, à l'initiative du régime de Vichy toujours, qui va décider que est juif la personne qui n'a non plus 3 grands-parents juifs, mais 2 grands-parents juifs. Ça a comme conséquence immédiate d'allonger la liste des juifs de la Manche, particulièrement des juifs français. Et vous voyez que sur le document qui est présenté ici, j'ai encadré 6 personnes qui sont ajoutées sur la liste des personnes persécutées. Et ce sont tous des enfants. Ce sont tous des enfants qui n'ont qu'un parent juif, et donc 2 grands-parents juifs. On arrive à une situation ubuesque où les enfants sont menacés, mais généralement pas la mère, puisque la mère n'est pas juive. Mais ces enfants, si elle vit avec un juif, sont en danger, sont menacés. C'est le cas, par exemple, de Claude, ici, qui est en photo avec sa grande sœur. Donc la grande sœur était malheureusement déjà menacée parce que ses 2 parents étaient juifs, mais son demi-frère n'est menacé qu'à partir de juin 1941. Donc il y a danger accru pour les enfants qui sont issus de couples qu'on peut qualifier de mixtes. Un document très intéressant qui est un certificat de non-appartenance à la race juive que s'est fait délivrer donc l'épouse d'Alfred Lévy, qui était un juif apatride venu d'Allemagne. Donc il a fallu pouvoir prouver sa non-judéité à l'aide de ce document qui a été ici établi en décembre 1942. Alors les premières mesures antisémites, après le recensement d'octobre 40 et le premier statut d'octobre 40, ça vient très très vite. Au même moment, vous avez l'obligation pour les juifs de faire porter un timbre, un tampon, c'est-à-dire juif, sur leur papier d'identité. Vous avez ici 2 cartes d'alimentation, même sur les cartes d'alimentation, où vous avez un tampon indiquant juif. Et puis, pour éviter les falsifications, on va ensuite, vous le devinez peut-être ici,
remplacer le tampon rouge par un système de perforation. Ici, c'est la carte d'identité d'Enya Melniki, qui se fait établir, ça peut paraître surprenant, en janvier 1944, se fait établir sa carte d'identité à Paris, en toute légalité. Elle est française, elle se présente au commissariat pour faire établir sa carte, et sa carte est donc perforée juive. Autre mesure qui va concerner donc notre population juive qui est majoritairement, on l'a dit, commerçants. Les commerçants sont obligés de mettre sur leur devanture une affichette indiquant que l'entreprise est juive. Alors il y a on verra des tentatives un peu de résistance, mais le préfet rappelle dans le document de droite que la Feldkommandatour lui signale que certaines personnes qui sont assujetties à placarder l'affiche entreprise juive ajoutent d'autres inscriptions telles que entreprise française. Et donc, il demande au sous-préfet de Cherbourg de veiller à ce que seule l'affiche entreprise juive soit placée visiblement et accompagnée d'aucun autre commentaire. Puis on va soumettre à partir de 1941, à partir de juin 1941, les étrangers et les juifs à un contrôle d'abord journalier puis ensuite hebdomadaire, mais quand même à un contrôle régulier à la gendarmerie, au commissariat de police. Et donc les communes envoient chaque semaine un rapport à la préfecture. Et vous avez ici l'exemple du rapport établi par la ville de Montebourg. Vous avez donc les étrangers qui sont pointés, mais vous voyez le sort particulier réservé aux Juifs, puisqu'on leur a demandé de souligner en rouge les noms des Juifs. Puis les ordonnances vont s'enchaîner, rendant l'existence des Juifs de la Manche toujours plus difficile. Vous avez par exemple l'obligation de remettre leur poste de TSF, mesure qui concernera l'ensemble de la population de la Manche, mais seulement en 1944, alors que là, très tôt, les Juifs doivent remettre leur poste de transmission sans fil, de leur poste radio. Et puis on va aussi, à partir de novembre 1942, interdire tous les lieux publics aux Juifs en zone occupée. Donc, vous avez la liste ici qui est aussi reprise dans la presse. Ça va, bien sûr, les restaurants, les cafés, les cinémas, les concerts, mais vous avez aussi les piscines, les plages, les musées, les bibliothèques. Donc, quantité de lieux publics sont interdits aux Juifs à partir de 1942. Alors, on a trace dans la documentation de quelques formes de résistance. On sait déjà, par exemple, que la famille Cross, qui était commerçant à Cherbourg, n'a pas voulu se soumettre au recensement d'octobre 40, a quitté Cherbourg, est allé s'installer à Torigny et a essayé de cacher son origine juive pour reprendre les représentations des occupants et de Vichy. Et puis vous avez ici un coiffeur de Beaumois, David Belzinski, qui était un invalide de guerre, puisque en 1939 il a été mobilisé, mais il a perdu une jambe pendant la campagne de France, et lorsqu'il revient après plusieurs mois d'hospitalisation à Beaumont pour reprendre son salon de coiffure, eh bien, d'après la documentation qu'on a ici, il rechigne à appliquer les mesures discriminatoires qui sont prises à son encontre, mais malheureusement, ce n'est pas du goût de tout le monde. On a ici une lettre du maire de Beaumont qui signale au sous-préfet que M. Belzinski ne placarde pas d'une manière visible
l'affiche qu'il devrait installer à la devanture de sa boutique. Donc on a un échange de correspondances qui sont conservées à Saint-Lô, où le coiffeur explique que c'est sa clientèle, qui est la soldatesque allemande, qui lui a demandé de retirer cette affiche. Donc, et puis ensuite, quand il faut remettre le poste de TSF, eh bien, David Belzinski prétend que le poste qu'il a, c'est un pick-up, c'est pas un TSF, et donc une enquête est menée pour savoir si c'est bien un pick-up ou bien un TSF. David Belzinski va essayer aussi de pouvoir continuer à gérer son magasin, son salon de coiffure, et on a ce document qui est conservé par la famille, qui est très intéressant, où on voit qu'il s'est adressé donc à l'administration Vichy directement, et qui dit qu'on a bien pris en compte ses états de service et son statut d'invalide de guerre, mais que malheureusement, eh bien, l'ordonnance allemande d'avril 1941, à force de loi, et qu'il n'y est plus possible de continuer à travailler dans son salon. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de mettre à côté cette photo où on voit David en train de coiffer un camarade, en fait, parce que là, on est en 1939, lorsqu'il est au régiment à Saint-Lô. Parmi les mesures, bien sûr, importantes qui vont rendre la vie impossible, en fait, aux Juifs, c'est la 8e ordonnance qui impose en juin 1942 le port de la fameuse étoile jaune, qu'on appelle ici les insignes spéciaux, à toute personne de plus de 6 ans. Étoile, vous le savez, qui doit être solidement cousue sur la poitrine à gauche. Cette mesure est voulue par les Allemands. Elle ne sera pas appliquée d'ailleurs dans la zone sud, donc ça sera uniquement dans la zone occupée ou la zone nord. Donc cet insigne est obligatoire à partir du 5 juin. Nous avons aussi une documentation qui montre que c'est l'administration française qui est en charge de la mise en place. On explique que les personnes devront venir rechercher 3 étoiles, mais que les stocks étant insuffisants pour l'instant, ils n'en auront que 2. 2 étoiles en échange de points textiles. Bien sûr, le préfet indique que s'ils n'ont pas de points textiles, on leur remettra quand même les étoiles. Et vous avez cette liste d'émargement qui est conservée toujours à Saint-Lô, avec donc les personnes qui viennent rechercher leur étoile et indication aussi s'ils ont remis leurs points textiles. Alors, cette liste est dramatique avec le recul parce qu'on découvre que toutes ces personnes ont été arrêtées et déportées, à l'exception d'une. Alors, le non-port de l'étoile ou le port de l'étoile dans des mauvaises conditions va être un nouveau motif d'arrestation. Et là, on a encore une affaire tragique qui se déroule dans notre département. C'est le signalement par le sous-préfet de Cherbourg au préfet que la mère de David Belzinski, donc Sarah Belzinski, et ses enfants ont quitté Beaumoig, mais pour aller s'installer à Saint-Ouen, mais sans être venus chercher leur insigne. Donc, ce qui, malheureusement, c'est que quelques jours plus tard, Sarah Belzinski et sa fille aînée vont être arrêtées à Saint-Ouen. Sarah à son domicile et Annette sur son lieu de travail. Et que Sarah Belzinski, bien que française, va être enfermée à Romainville. Annette va être aussi enfermée avec sa mère à Romainville, mais parce que malade, va être envoyée vers un sanatorium d'où elle va s'évader. Tandis que Sarah va être internée à Romainville avec d'autres juifs françaises qui ont enfreint les règlements et sera conduite à Drancy et déportée à Auschwitz dont elle ne reviendra pas. C'est la première victime française, juive française, et en fait le non-port de l'étoile a été le prétexte à son arrestation. Alors une autre mesure qui va toucher les Juifs de la Manche, c'est l'arianisation de leurs biens, donc la
La mise sous contrôle et bientôt la confiscation des biens. Donc on a ici des documents qui servent au recensement et puis des consignes de travail qui servent au recensement des biens juifs. Donc dans un premier temps, ce seront les commerces qui vont être mis sous séquestre. L'administration Vichy donc, va désigner des administrateurs provisoires. Vous avez ici le journal officiel avec ces administrateurs de la Manche qui concernent des affaires juives. Alors ces administrateurs ont en charge de régler les dépenses, de recevoir les recettes et de régler les dépenses des commerces tant que les Juifs sont encore autorisés à travailler. Mais en mars, ça sera terminé. En mars 41, ils n'auront plus le droit de travailler au contact, enfin en avril 41 plus exactement, ils n'auront plus le droit de travailler au contact de la clientèle. Mais jusqu'en avril 41, donc, ils encaissent les recettes et paient les dépenses. Mais on va aussi leur demander d'étudier l'affaire, voir si elle est rentable ou pas, si elle est nécessaire ou pas à la défense nationale ou au ravitaillement de la population. Et si elle n'est pas nécessaire, de la liquider. De la liquider en procédant à sa vente. Ce sont des ventes forcées, ventes d'entreprise. Donc vous avez ici une affichette qui date de mai 1943 et qui indique la vente publique du magasin de M. Schneider à Cherbourg. Alors certaines affaires vont être, on va le voir, vont être vendues, mais d'autres ne le seront jamais. Le salon de coiffure, par exemple, de David Belliski à Beaumoine ne sera jamais vendu. Donc Jean Poissel, qui avait fait une étude il y a quelques années à partir des dossiers d'arianisation qui sont conservés aux archives nationales, a recensé 29 affaires dans le département en décembre 40. Et sur ces 29, 11 ont été liquidées et 6 autres vendus. Donc liquidé, ça veut dire qu'il n'y a pas de repreneur. Vendu, c'est qu'il y a repreneur. Et d'autres n'ont trouvé ni acquéreur, n'ont pas retrouvé d'acquéreur, ou ont été réquisitionnés. C'est le cas du magasin Pipkis, par exemple, qui a été réquisitionné, ou d'un magasin Wessler aussi, qui ont été réquisitionnés par l'administration. Là, vous avez une affiche qui concerne la mise en vente des cabinets dentaires de M. Wissner. Et puis après, les magasins, les affaires, les biens privés vont être aussi confisqués, sauf les résidences principales. Les résidences principales ne sont pas visées, mais tout ce qui est résidence secondaire ou immeubles accessoires sont visés. Et vous voyez ici, vente d'immeubles, 3 petits immeubles de faible valeur qui appartenaient à la famille Wessler et qui sont mis en vente, qui ne trouveront pas acquéreur. Il y aura une deuxième vente avec un tarif moins élevé, qui ne trouveront toujours pas acquéreur. En fait, par rapport à ces biens, il faut prendre en considération plusieurs choses qui ont pu gêner la vente des entreprises ou des biens des Juifs manchois. Ça tient déjà à la réputation de la personne. Si la personne est de bonne réputation, des gens vont éviter à profiter de ces malheurs pour acquérir leurs biens. Ça tient aussi à la condamnation de la vente qui est faite par la résistance. Sur les ondes de la BBC, on indique que les biens qui seront achetés aux Juifs seront rendus aux Juifs à la Libération. Et puis, il y a un autre critère, je pense aussi, c'est que les biens qui se trouvent dans l'agglomération cherbourgeoise, par exemple, vont être de plus en plus soumis au bombardement allié. Donc, c'est peut-être pas un très bon placement que d'acheter des immeubles à Cherbourg. Alors, il y a aussi des stratégies d'évitement qui sont mises en place. Il apparaît que des commerçants se sont entendus avec des collègues ou avec quelqu'un qui n'était pas juif et qu'il y a eu des ventes fictives qui ont, on va le voir aussi, des fois été dénoncées par l'administration. On voit ici, par exemple, un petit document qui nous indique que le commissaire général aux questions juives attire l'attention du préfet sur les
sur les conditions dans lesquelles l'expertise des immeubles de la famille Margolyes ont été faites, et ils estiment que l'expertise est trop élevée de manière à empêcher la vente. Donc, du coup, cet administrateur va être radié. Il y a aussi dans la même famille Margolyes le père qui fait une donation-partage à ses enfants, qui ne sont pas regardés comme juifs au regard du premier statut des juifs, mais qui le seront au regard du deuxième. Et cette donation-partage est cassée par les Allemands, cette fois-ci. Alors, la deuxième partie de la conférence va porter donc sur les arrestations et sur les déportations des Juifs de la Manche. Alors, les premières victimes de la manchoise de la Shoah sont en 1941, Slavko Kros. Donc, Slavko Kros, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un commerçant cherbourgeois qui a évité le contrôle. Il est allé s'installer à Torigny avec sa femme et sa fille. Mais il a été arrêté, donc c'est le premier juif de la Manche qui a été arrêté le 19 avril 1941. Alors, est-ce qu'il a été arrêté parce que juif ou est-ce qu'il a été arrêté parce que de nationalité yougoslave au moment où l'Allemagne envahit la Yougoslavie? Ça, c'est possible qu'il ait d'abord été arrêté comme otage. C'est ainsi que pratiquaient les Allemands quand ils envahissaient un pays. Mais qu'ensuite, parce que juif, il a été retenu prisonnier, puisque Slavko va être retenu prisonnier à Compiègne, puis à Drancy, plus d'1 an avant d'être déporté en direction d'Auschwitz, d'où il n'est pas revenu. La famille Monique, qui malheureusement n'est plus vivante aujourd'hui, mais avec qui j'ai pu avoir des contacts au début de mon travail de recherche, m'a raconté l'histoire de ce tableau qui est représenté ici. Slavko, en fait, était peintre à l'origine, artiste peintre. Et après la guerre, quelqu'un a frappé à la porte de Monique et est venu lui porter cette toile en disant que c'était une promesse qui était de remettre à la famille cette toile qui représente la maman de Monique. Et Monique dit que Slavko a peint cette toile en camp de concentration. Alors, on a un peu de mal à imaginer qu'une toile ait été peinte en Europe de l'Est et puis soit revenue jusqu'en France. Mais finalement, je pense plutôt que Slavko ayant été retenu à Compiègne et à Drancy pendant plus d'1 an, c'est plutôt en France, soit à Compiègne, soit à Drancy, qu'il a peint cette toile, parce qu'il apparaît qu'il aurait, à partir de photos, fait des portraits. Et donc, c'est peut-être dans ces conditions-là que ce tableau est parvenu jusqu'à Monique, qui le conservait encore jusqu'à nos jours. La deuxième victime, c'est Vladimir Grunberg. Alors, Vladimir Grunberg vivait à Saint-Sauveur-le-Vicomte. C'était un ingénieur électricien et il a été arrêté en juin 1941, là encore, sans doute plutôt comme otage que comme juif. Il était de nationalité russe, donc c'est au moment de l'invasion de l'URSS. On sait que les Allemands ont arrêté un certain nombre de sujets russes à ce moment-là et de communistes. Et donc Vladimir a été arrêté et ensuite a été conservé comme otage et déporté. Nous avons aussi parmi les premières victimes des commerçants cherbourgeois, Moïse et Joseph Sourigon, qui eux ont été arrêtés non pas à Cherbourg, qu'ils avaient quitté début 1941. Ils ont été arrêtés le 20 août 1941 à Paris, lors de la deuxième rafle qui a été organisée dans la capitale, la rafle du 11e arrondissement. Bien que français, parce que donc là, toutes les personnes, tous les hommes qui ont été pris par les policiers français ont été arrêtés et conduits à Drancy, ouvert pour l'occasion, qu'ils soient français ou étrangers. Et finalement, on verra tout à l'heure que plusieurs juifs de la Manche ont été arrêtés sur Paris.
Donc conduit à Drancy, où le père et le fils ont séjourné plusieurs semaines. Et le camp de Drancy, qui, à cette époque-là, était, on le voit ici sur la photo, était gardé par la gendarmerie française. La famille conserve la correspondance échangée entre Moïse Joseph d'une part et le reste de la famille de l'autre, dont cette carte postale qui est écrite 4 jours avant leur déportation et dans laquelle Joseph dit qu'il a bon espoir. Parce qu'on parle bien sûr de partir pour travailler. Le terme utilisé pour cette destination inconnue, c'est Pichipoy. On pense même qu'on y sera peut-être mieux nourri qu'à Drancy. Les Juifs de la Manche ont été la plupart du temps arrêtés dans le cadre d'opérations prévues, concertées. Il y a 4 grandes opérations. La première a lieu en juillet 1942 avec l'arrestation de 5 Polonais et Polonaises. Donc c'est par exemple le couple Meinhammer qui vivait à Avranches, qui était commerçant, et qui vont être donc arrêtés, qui seront envoyés sur Pithiviers, et de Pithiviers, séparément d'ailleurs, dans 2 convois séparément, envoyés sur Auschwitz, et qui laissent 2 filles sur Avranches, de plus grandes filles, de même que leur collègue, Zalma Rosenthal, qui lui aussi polonais, et commerçant lui aussi à Avranches, va être arrêté. Son épouse, qu'on voit ici, Ruchla, n'a pas été arrêtée immédiatement, bien qu'elle soit sur la liste, parce qu'elle venait de mettre au monde une petite Estelle. Donc Zalma est lui aussi envoyé sur Pithiviers. Alors, Zalma, comme monsieur et madame Meinhammer, avaient fait une demande pour obtenir la nationalité française avant la guerre, mais leur dossier était en cours d'instruction et donc était toujours considéré comme étranger. L'épouse de Vladimir, dont on a parlé tout à l'heure, Maria, a aussi été arrêtée pendant cette même opération pour des raisons encore mal déterminées. Elle va être libérée. Elle est conduite à la prison de Cherbourg et puis finalement, elle va être relâchée. Alors, dans la mémoire familiale, on dit que c'est un médecin allemand qui lui aurait fait un certificat pour lui éviter la déportation. Cette première opération concerne, on l'a vu, 4 personnes dans la Manche, mais en fait, elle va toucher, on voit que c'est une opération à caractère régional, hein, puisque au même moment, vous avez 14 personnes qui sont appréhendées dans l'Eure, 10 dans le Calvados, 6 dans l'Orne, et puis en Mayenne, 42, c'est énorme, 42 personnes. Et parmi ces 42 personnes, vous avez 4 Cherbourgeois qui avaient été évacués dès novembre 1940, que vous avez ici en photo, hein, c'est Isaac et Mania Mielnicki et leurs 2 petits-enfants, Robert, qui n'avait que 4 ans, et Léon, 2 ans et demi. Donc Isaac avait des enfants plus grands qui, eux, étaient restés sur Cherbourg d'un premier mariage. Mais donc ces 4 personnes sont arrêtées et vont être déportées et vont être assassinées à Auschwitz. Donc la deuxième opération, c'est une rafle qui a lieu quelques mois plus tard, en octobre 1942. L'année 1942, c'est l'année la plus terrible en termes d'arrestation. Et on voit avec la documentation que les listes sont dressées très tôt, sur la liste de gauche, dès février 1942. Hein. Vous avez les Juifs de la Manche qui sont repérés avec leur domicile, avec leur nationalité, leur nombre d'enfants. Les victimes de la seconde rafle figurent sur ce document. C'est une opération ciblée, je disais, dont les descendants des victimes n'ont pas forcément conscience, d'ailleurs. Hein. Parce que voilà, il y a des arrestations à Cherbourg, à Avranches, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, à Saint-Jacques-de-Néhou, enfin, et on n'a pas conscience que nos proches ont été victimes d'une opération à caractère régional. Et ça change beaucoup de choses
dans la perception de l'arrestation qu'on attribue souvent à une dénonciation individuelle, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est mis en place par l'administration. Et pourquoi à ce moment-là? Tout simplement parce que c'est à ce moment-là que les Allemands disposent de trains pour pouvoir emmener les personnes arrêtées directement vers l'Est. Les arrestations se font au fur et à mesure de la disponibilité des convois ferroviaires. Donc à Saint-Sauveur-le-Vicomte, Maria Grunberg, qu'on a vu tout à l'heure et qui avait été libérée de la prison de Cherbourg, eh bien, est arrêtée de nouveau avec son garçon, son fils Marc. Là, elle est photographiée avec Marc et sa fille. Vont être arrêtés aussi l'ex-épouse de Mohamed Chetrehanou, dont je vous avais montré la publicité de l'hôtel, Sourika Herman, qui, évacuée de Cherbourg, s'était réfugiée à Saint-Jacques-de-Néou. Elle va être arrêtée, ainsi que son fils, Jean Chetrehanou, qui, lui, était chez ses beaux-parents à Valognes. À Avranches, le reste de la famille Rosenthal va être arrêté. On a vu que Zelma avait été arrêtée, mais que Ruchla, parce que accouchée depuis peu, avait été épargnée. Eh bien, vous voyez qu'en octobre, elle n'est plus épargnée. Elle est arrêtée, ainsi que son fils Jacques, et même Estelle, 3 mois et demi, sont conduites à la prison d'Avranches. Toute la famille, donc Rosenthal, est arrêtée. Heureusement pour Estelle, la maman en prison va demander si on peut avertir une famille qui avait l'habitude de s'occuper des enfants, en particulier qui s'était beaucoup occupé de Jacques, savoir si ce couple d'agriculteurs pouvait venir chercher les enfants. Et il y a eu un marchandage. Seule Estelle, la plus jeune, a pu quitter la prison, mais Jacques a dû suivre sa mère. Et malheureusement, ils ont été déportés sur Auschwitz et ont été assassinés sur place. À Granville, vous avez 2 familles juives qui sont aussi arrêtées pendant cette même opération. Donc Léon Bobulesco et ses 2 enfants. Alors Frida était décédée à Granville en janvier 1942. Et puis vous allez avoir aussi la famille Goldenberg qui va être arrêtée, le couple et les deux garçons. Et donc ces personnes sont conduites dans un centre d'accueil à Rouen, où on les regroupe avec des personnes arrêtées en Normandie. Et ensuite, ces personnes sont convoyées par la gendarmerie française à Drancy et vont être quasiment immédiatement déportées. Alors avec... en témoigne, je crois, une lettre concernant la famille Grunberg, l'espoir, par exemple, pour Maria de retrouver son mari, puisqu'ils sont ignorants du destin final. Alors il y a eu bien sûr aussi des arrestations individuelles. Toutes les arrestations n'ont pas eu lieu dans le cadre de rafles. J'en citerai 2, celle d'Aaron Rachovitch, qui était le frère de Madame Pipkis, commerçante à Cherbourg, et qui, nantais, était venu vivre auprès de sa sœur. Alors sa mère a été arrêtée en 1942, donc là c'est en 1941, donc elle sera arrêtée plus tard. Sa mère et son autre sœur seront arrêtées. Mais peut-être vient-il à Saint-Lô pour aider sa sœur, puisque son mari est prisonnier de guerre. Mais il est arrêté en juin 1941, là encore, sans doute parce que sujet russe, donc comme otage, mais étant juif, il n'a pas été relâché et a été déporté. Et puis vous avez la situation encore très particulière de Bida Mordo, qui est une jeune femme grecque, mais aveugle, qui, professeur de piano et de solfège à Amby, va être arrêtée. En fait, il apparaît que les gendarmes de Gavray sont allés lui porter l'ordre de se présenter le lendemain à la gendarmerie pour être évacué de la Normandie. Et que Bida Bordeaux n'a pas trouvé suffisamment, peut-être, je ne sais pas, de soutien
pour profiter de ce laps de temps qui lui était laissé pour s'enfuir, pour se cacher. Et donc elle s'est exécutée, hein, elle s'est rendue le lendemain à la gendarmerie. De là, elle a été conduite à Granville, et de Granville, elle a été conduite à Drancy, et quelques jours après, elle a été déportée à Auschwitz. La troisième grande opération, c'est en octobre 1943. En octobre 1943, les Allemands qui ont arrêté les Polonais d'abord, les Roumains ensuite, les autres étrangers, les apatrides, on a parlé des Grecs, on a parlé des Russes, vont s'en prendre en octobre 1943 aux Français naturalisés. Donc, ordre d'arrêter Osnas Rollet, qui était professeur, anciennement professeur, puisque le statut de 41 l'a privé de son emploi, à l'école primaire supérieure à Saint-Lô, ou bien le docteur Lobel, à Gers, qui exceptionnellement avait été autorisé à continuer à travailler parce que c'était le seul médecin de la commune. Eh bien, ces personnes sont arrêtées, ainsi que les Turcs, parce que les Turcs avaient bénéficié jusqu'à ce moment-là d'une forme de protection de la part des Allemands. Par exemple, ils n'étaient pas obligés de porter l'étoile jaune. Les Allemands, d'ailleurs, avaient des égards à l'égard des Hongrois, des Italiens, des Turcs, étrangers ou juifs. Et puis, ils ont averti plusieurs fois le gouvernement turc de rapatrier les Juifs turcs s'ils ne voulaient pas être soumis au même sort que les étrangers. Mais manifestement, le gouvernement turc n'avait que faire des Juifs turcs. Hein. On est aussi sur un gouvernement nationaliste à l'époque. En plus, la législation turque est dure à l'égard des Turcs qui ont quitté le pays. Ils perdent leur nationalité. Et donc, ils n'ont plus été protégés. Donc, vous avez ici Nishanadine qui vivait à Saint-Lô auprès de sa belle famille, hein, et qui a été arrêté donc, à ce moment-là, ainsi que la famille Al-Bagli qui est arrivée, qui s'était installée en novembre 1940, donc après le recensement à Mortain. Pourquoi Mortain? Parce qu'en fait, M. Al-Bagli faisait les marchés dans la région avant la guerre, et donc avait un peu de contact, et était venu louer une chambre donc, à un hôtel de Mortain, et est venu avec sa famille. Au début, il a continué à travailler sur les marchés, mais n'ayant plus le droit de travailler sur les marchés, il est devenu ouvrier à la mine, puisqu'à Mortain, hein, vous aviez une mine de fer. Et donc, c'est à la mine d'ailleurs qu'il est arrêté. Et cette famille va être conduite à la prison de Saint-Lô, et de là à Drancy, bien qu'arrêtés en novembre, ils ne seront déportés que début 1944 parce que turcs justement, et il y aura encore des négociations, enfin des délais plutôt accordés par l'administration allemande, et puis bon, le consulat turc ne bougeant pas le petit doigt finalement, malheureusement la famille Al-Bagli va être déportée et assassinée. Toujours dans cette troisième opération qui visait des naturalisés français ou des Turcs, hein, vous avez à Edmondville, donc à côté de Montebourg, hein, les familles Zucker et Galanter qui avaient été évacuées de force, hein, je pense, de Cherbourg, et qui s'étaient réfugiées chez Germaine Belair, une agricultrice, peut-être par l'intermédiaire d'un prêtre d'ailleurs, l'abbé Gosselin. Et vous avez cette magnifique photo de famille, hein, où on voit donc ces gens qui semblent heureux. Et donc toutes les personnes que vous voyez là, à l'exception de Maurice Zucker et de son épouse, et à l'exception bien sûr de Germaine et de son neveu, bien toutes les autres personnes vont être arrêtées et déportées lors de cette opération. Les enfants, Odette a été arrêtée dans sa classe. Alors, c'est intéressant, ces documents qui sont conservés à Saint-Lô, qui émanent du sous-préfet. Sur l'un,
le sous-préfet de Cherbourg, donc à l'époque c'est M. Odigier, alerte le préfet que les Allemands avaient arrêté donc la famille Zucker, la famille Lobel aussi sur Cherbourg qui a été arrêtée au même moment, qui sont des Israélites français. Donc il précise. Et il dit « Je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit de personnes ayant acquis la nationalité française, et je vous serai très obligé de bien vouloir intervenir dans le sens que vous jugerez le plus opportun auprès des autorités occupantes. » Donc là, on voit quand même qu'il y a une tentative d'intervention, de protection, et on voit aussi bien sûr que l'administration française n'était pas au courant du coup que préparaient les Allemands, de l'arrestation de ces Juifs français. A l'inverse, le même, deux jours plus tard, signale au préfet que le capitaine de gendarmerie a reçu l'ordre des services de police allemandes de conduire au camp de Drancy les 6 personnes juives. Donc voilà, là, il fait acte qu'il a obéi aux ordres de mettre la gendarmerie à disposition des Allemands. Donc la plupart du temps, ce sont les Allemands qui arrêtent les Juifs de la Manche qui sont visés, c'est très généralement les Allemands, mais ils les remettent souvent à la garde des gendarmes français. Et c'est les gendarmes français qui les gardent ou qui les convoient, soit vers la prison de Saint-Lô, vers la prison de Cherbourg, ou vers Drancy. Et puis la dernière grande opération qui est mise en place par les Allemands, cette fois-ci avec l'aide de l'administration française, c'est un ordre de repli vers l'intérieur en novembre 1943. Donc cette fois-ci, c'est une mesure qui vise tous les Juifs existant encore en Normandie, pas simplement dans la Manche. Pour des raisons de défense militaire, prétexte-t-on, les Juifs doivent quitter la Normandie. On doit en fait leur remettre un ordre d'évacuation. Ils doivent, par leurs propres moyens, se rendre à Paris, d'où ils seront dirigés vers le château d'Orly, tenu par l'UGIF, qui est l'organisation israélite mise en place par le régime de Vichy. Et donc, on a à Rouen des rapports sur cette opération, et on découvre que en fait, le préfet qui avertit au dernier moment demande à la gendarmerie d'aller porter ses ordres d'évacuation à une vingtaine de personnes qui vivent encore dans la Manche à ce moment-là, mais que souvent ils ne trouvent pas les gens chez eux, ou bien les gens qui sont avertis, qui reçoivent l'ordre d'évacuation et qui disposent d'un délai de 12 à 24 heures pour s'organiser, eh bien profitent de ce temps pour partir, pour se cacher. Et seules finalement 4 personnes vont respecter l'ordre qui lui est apporté. C'est le cas par exemple de Daniel Valobras qui était réfugié à Carteret dans sa résidence. Je n'ai pas réussi encore à déterminer si c'est sa résidence principale ou sa résidence secondaire, puisqu'il est présent sur Carteret depuis longtemps. Mais c'est un Niçois, et l'adresse est indiquée comme étant Nice. Qui a 70 ans et qui se soumet en fait à l'ordre, qui se rend à Paris, et arrivé à la gare Montparnasse, eh bien, il est pris, enfin, il est emmené au château d'Orly. C'est le cas aussi d'une mère et d'une fille qui vivent à Pirou, Mathilde Daltroff, et qui vont eux aussi ne pas oser contrevenir à l'ordre apporté par la gendarmerie française, et qui vont se rendre aussi par leurs propres moyens à Paris. Et la dernière victime, c'est Jules Bessis, qui était tunisien protégé français, et qui reçoit l'ordre d'évacuer, en son absence, il n'est pas là, il travaille sur un chantier TOT, et c'est ses voisines qui lui transmettent l'ordre de la gendarmerie, et il respecte cet ordre. Il se rend donc le lendemain à Paris, et ensuite il est dirigé sur le château. Sur cet ordre figuraient aussi 2 enfants,
ces 2 enfants qu'il avait eus avec sa conjointe qui n'était pas juive et qui étaient, depuis le 2e statut des Juifs, aussi visés. Heureusement, sa conjointe a eu la bonne idée de quitter la région cherbourgeoise et de se retirer dans le Loiret avec ses enfants. En plus, elle était enceinte, elle a eu un 3e enfant en décembre. Donc voilà un document sur le château d'Orly, le château de Grignon qui se trouve à Orly. On a conservé à Saint-Lô de la correspondance entre Jules Bézis-Luthomans et la sous-préfecture de Cherbourg, où il explique les conditions dans lesquelles il a quitté Cherbourg dans la précipitation, et il réclame des objets qui sont chez lui pour qu'ils soient transmis à sa compagne et à ses enfants. Et donc on voit que l'administration française prend ses doléances au sérieux et fait tout ce qui est en sa mesure pour permettre l'envoi d'un landau, par exemple, dans le Loiret. Alors un mot sur le sort particulier de ce que l'on qualifie à l'époque de demi-juifs, c'est-à-dire les juifs dont le conjoint n'était pas juif. Voilà. Il y a eu plusieurs. On a parlé tout à l'heure d'Osnas Rollet, qui était enseignante à Saint-Lô, qui a perdu son emploi. Vous avez le cas aussi d'Alfred Lévy. Alors Alfred Lévy, c'est ce jeune homme à gauche qui était allemand, habitait la Sarre, Sarre qui est une région allemande, qui était sous mandat de la SDN et qui a choisi de revenir dans le giron de l'Allemagne nazie. Et donc Alfred Lévy a quitté à ce moment-là, en 1933, l'Allemagne et est venu dans le Cotentin, donc à Cherbourg et puis à Montebourg. À Montebourg, il s'est installé, il a épousé une Cassine et a eu deux enfants avec cette personne. Eh bien, il va être arrêté, on l'a vu tout à l'heure, il était dans les listes, et il va être arrêté, mais parce que marié à une non-juive, il va être conservé à Drancy, il ne va pas être déporté, et il va avoir un sort particulier parce qu'il va participer à l'opération Meuble qui consistait dans la gestion, en fait, et l'expédition vers l'Allemagne des meubles qui étaient confisqués dans les appartements des Juifs parisiens. Donc il travaillera en fait il vivra dans un camp particulier qu'on appelle le camp Lévitan, du nom d'un grand magasin de meubles qui avait été confisqué pendant la guerre à son propriétaire juif. Et Alfred Lévy donc va finir par être quand même déporté à Auschwitz tardivement pour une raison mystérieuse et survivra donc à son arrivée à Auschwitz. Il ne sera pas gazé immédiatement, puisqu'au moment de la libération du camp, il va subir les marches de la mort jusqu'au camp de Buchenwald. Camp de Buchenwald, malheureusement, où il va mourir. Aimé et Albert Mandelbaum. Donc Albert Mandelbaum était un juif parisien qui est venu se réfugier à Avranches au début de la guerre, en fait auprès de sa belle famille, puisque Aimé, elle, est manchoise. Albert est commerçant, et il va être arrêté pour non-respect de la législation, non-respect du couvre-feu et peut-être à cause du port de l'étoile jaune. Et puis au moment de son arrestation, on découvre que la radio qu'il n'a pas remise est branchée sur la BBC, donc ce qui lui vaudra aussi des ennuis. On va aussi l'accuser avec son épouse de commerce caché, puisqu'ils ont vendu leur commerce à une sœur d'Aimé. Et donc tout ça tombe sous le coup de la loi. Et donc Albert va être arrêté, va être conduit à Drancy, et comme beaucoup de demi-juifs, de Drancy va être conduit au camp d'Aurigny, donc île anglo-normande. Vous aurez sur le camp, sur Aurigny, des détenus qui sont occupés à construire les fortifications du Marais Atlantique, et parmi ceux-là, eh bien, vous aurez des demi-juifs, des conjoints lariennes, qui vont être retenus à Aurigny jusqu'en 1944.
Alors la photo que vous avez là, elle m'a été transmise récemment par un membre de la famille, elle est exceptionnelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Albert porte l'étoile, ce qui déjà n'était pas très fréquent de se faire photographier avec l'étoile, mais Aimé arbore une croix à son cou, hein, manière peut-être un peu provocatrice, je ne sais pas, mais d'indiquer leur mixité. Alors, plusieurs juifs de la Manche vont chercher à gagner la zone libre, qu'on va ensuite appeler la zone sud, puisqu'elle sera occupée. Mais pour franchir la zone libre, pour atteindre la zone libre, il faut franchir la fameuse ligne de démarcation, qui est d'une certaine manière un piège à juifs. Et plusieurs juifs manchois vont être arrêtés au moment d'essayer de franchir cette ligne de démarcation. C'est le cas de la famille Wessler de Granville qui quitte clandestinement Granville en juin 1942 au moment où on oblige au port de l'étoile jaune. D'après les souvenirs du fils Alexandre de la famille, ils auraient été avertis d'ailleurs par un gendarme ou un policier granvillais du sort qui les attendait. Malheureusement, cette famille a été arrêtée au moment de franchir la ligne. Pour des raisons un peu mystérieuses, toute la famille a été relâchée, sauf le papa, Smil, qui aurait peut-être payé pour que sa femme et ses 3 enfants soient relâchés. Et donc Smil va être d'abord détenu à côté de Bordeaux, puis ensuite envoyé sur Drancy. Et de Drancy, il sera déporté et assassiné à Auschwitz. La maman et les 3 enfants vont finir le temps de la guerre en zone sud, hein, avec ces documents exceptionnels qui ont été pris à cette époque-là. Alors si on regarde maintenant les lieux d'arrestation des Juifs de la Manche, hein, si on s'intéresse donc à ceux qui étaient recensés en octobre 1940, on voit que bien sûr la plupart, la majorité ont été arrêtés dans la Manche, mais que vous en avez aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, un nombre non négligeable qui ont été arrêtés à Paris, 10. On retrouve les 4 personnes qui ont été arrêtées en Mayenne. Hein. Et puis là, c'est la famille Wessler sur la ligne ici aussi, 3, donc c'est assez dispersé. Mais bon, avec une concentration sur la Manche et Paris. On voit que le franchissement a été des fois l'occasion. Alors, le régime de Vichy et la responsabilité dans le génocide, bon, je ne veux pas faire ça c'est un autre sujet de conférence. Hein. Toujours est-il que, bien sûr, la propagande antisémite s'est déchaînée pendant cette période-là. Hein, autant, début 1939, les propos antisémites étaient interdits. Dès que Vichy est arrivé en place, enfin dès que Pétain est arrivé en place, on a libéré l'expression antisémite. Vous avez ici des exemples d'articles qui paraissent dans la presse locale, hein, dans le Grand-Villet, ou des petits dépliants qui sont diffusés, qui sont antisémites. Hein. Cherbourg-Éclair, vous avez Mercedes Parra qui écrit dans Cherbourg-Éclair, qui a des propos terribles à l'égard des Juifs. Hein. Cet article, long article qui s'appelle « Le chancre juif », qui est publié au moment où on impose le port de l'étoile aux Juifs. Alors les enfants ont été, heureusement on va le voir au final, majoritairement sauvés. Alors, je vais citer quelques cas. Hein, donc on a parlé du couple Cross, hein, qui était commerçant cherbourgeois, réfugié à Tourigny. Eh bien, en fait, Monique, qui est l'enfant unique, hein, va échapper à l'arrestation. En fait, lorsque les Allemands viennent arrêter sa mère, eh bien, Monique n'est pas là parce que la maman a pris soin de la mettre à Saint-Lô et de la laisser à un pensionnat qui est à proximité de l'école. Et donc, quand Monique retourne à Torigny, eh bien, elle découvre que sa mère a été arrêtée. Elle retourne à Saint-Lô et immédiatement la directrice de l'école contacte un cousin de la famille, Monsieur Le Marchand, qui vit à Villedieu-les-Poêles et qui immédiatement va prendre sous son aile la petite Monique jusqu'à la fin de la guerre. Et donc Monsieur Le Marchand, Monsieur et Madame Le Marchand seront reconnus juste parmi les nations.
Monique, après la guerre, va partir vivre aux États-Unis. Alors Claire Grunberg, tout à l'heure, on a vu la famille Grunberg de Saint-Sauveur-le-Vicomte qui a été arrêtée. La petite Claire n'a pas été arrêtée. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit qu'elle était en classe et qu'un voisin, monsieur Jouan, est accouru en classe pour la prendre, l'emmener. Il y a une autre version qui dit que Claire n'était pas sur la liste des personnes arrêtées, parce que c'est vrai que Claire avait la nationalité française. Hein, elle était née à Nantes, c'est la seule. Mais que M. Jouan, par contre, aurait tout de suite emmené Claire à l'abri. De toute manière, le rôle de M. Jouan est certain. Donc Claire va être recueillie par M. Jouan, et la belle-fille de M. Jouan va conduire Claire à Nantes auprès d'amis des parents, puisque les parents avaient vécu à Nantes. Et la petite Claire va donc survivre dans ces conditions-là. Voilà la belle-fille de M. Jouan, ici, qui va conduire la petite Claire sous un nom d'emprunt, bien sûr, avec des faux papiers, enfin peut-être pas des faux papiers, un nom d'emprunt, mais après, qui va la conduire à Nantes. Et on a, alors depuis peu, je suis entré en contact avec une personne qui a des documents, de la correspondance très intéressante au sujet de cette petite fille. On voit qu'en janvier 1945, il y a un certain monsieur Serge Stein qui écrit à Claire pour lui demander de continuer à être obéissante envers la bonne Madame Barenton. Madame Barenton, c'est la dame qui, à Nantes, a recueilli la petite Claire. Et très intéressant aussi, parce que dès juillet 1945, Claire, qui n'a pas de nouvelles de ses parents et de son frère, eh bien, qui est recueillie par un de ses oncles, mais qui n'a, comme on dit dans les courriers, pas de situation, eh bien Claire rejoint sa grand-mère maternelle et sa plus jeune tante en Palestine, puisque ces deux personnes avaient rejoint la Palestine dès 1936. Et finalement, Claire va vivre en Palestine, va s'installer en Palestine, va fonder une famille en Palestine. Alors Estelle Rosenthal, c'est la petite fille qui a été extraite de la prison d'Avranches. On la voit ici en photo avec son frère, et donc par la famille Thomas, la famille Thomas qui étaient des agriculteurs de Saint-Loup à côté d'Avranches, et qui vont s'occuper de Claire jusqu'à son âge d'adulte, et qui seront reconnus juste parmi les nations également. Alors, je dis également, mais en même temps, pour Claire, rien n'a été fait, pour Claire Grunberg, rien n'a été fait. Et j'espère bien pouvoir monter un dossier pour faire reconnaître M. Jouan et sa belle-fille juste parmi les nations. Alors on pourrait aussi parler de Madeleine Mielnicki, dont la maman vit à Paris, et qui va être cachée avec son petit frère par la maman. Le papa est prisonnier de guerre, et elle va être cachée dans un préventorium au Pays Basque, à Arbonne, pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années, elle va être baptisée, communiée. En même temps, sur le dossier d'admission, il est marqué que la maman voulait qu'elle soit élevée dans la religion catholique. Est-ce que c'était un vœu? Est-ce que c'était un moyen de la protéger? Et Madeleine, aujourd'hui, vit à côté de Cherbourg. Et enfin, Marcel Pipkis. Donc Marcel Pipkis, elle est née en mars 1936, fille de commerçant saint-lois, et le papa est fait prisonnier de guerre, et Madame Pipkis essaye de tenir la boutique, mais finalement l'administrateur provisoire va l'obliger à liquider, et se sentant en danger, elle et sa fille, elle décide de se cacher. D'abord, elle va avoir des amis à Pont-Hébert qui vont lui trouver des planques chez des agriculteurs, d'abord à Carantilly, et puis les voisins, semblant un peu trop curieux, on va la diriger vers une autre personne, dont le mari d'ailleurs est prisonnier de guerre, à Camtour. Et finalement, Marcel raconte comment ces mois de clandestinité, finalement, elle était à la campagne, tout ça, enfin, on s'occupait d'elle, enfin, son premier Noël, enfin, c'est pour elle, pour les souvenirs d'enfants qui sont restés marquants. Et finalement,
la maman va choisir d'essayer de rejoindre des membres de la famille de son mari qui sont en zone sud, à Saint-Plantaire, près de la ligne de démarcation. Et avec l'aide de la résistance, ils vont parvenir jusqu'à Saint-Plantaire, où ils vont rester jusqu'à la fin de la guerre. Donc vous avez ce document aussi exceptionnel, qui est une carte d'identité, une fausse carte d'identité, établie à la mairie de Tréauville, où Berthe Pimkist devient Paulette Bertrand. On a pris les mêmes initiales et on les a basculées. Alors, un mot rapidement sur les Juifs parmi les nations. Donc, ils ne sont que 32 actuellement répertoriés dans la Manche, mais on sait qu'ils sont beaucoup plus nombreux à mériter ce titre, hein, parce que les Juifs, qu'ils soient enfants ou adultes, hein, beaucoup doivent leur survie à des interventions, soit individuelles, soit collectives. Alors, vous avez ici une tentative de cartographie pour montrer que des Justes sont intervenus soit isolément, soit en couple, et que certains étaient déjà des résistants, mais vous voyez que la majorité n'était pas des résistants. Hein, donc, la plupart des Justes n'étaient pas pour autant des résistants. Ils l'ont fait par humanisme, sans doute. L'Église catholique et le sauvetage des enfants juifs, il faut dire un mot sur le fait que dans la Manche, comme dans beaucoup d'autres départements, l'Église, surtout à partir de 1942, va se porter au secours des personnes persécutées. Le signal a été donné par plusieurs évêques en 1942 qui s'opposent en fait à l'arrestation de familles entières. Et donc on pourrait parler de communautés religieuses, hein, sur Avranches ou sur Saint-Pierre-Église, qui vont aider, qui vont protéger les enfants. On a aussi ces deux personnages, Louis Gosselin et Henri Rist. Hein. Louis Gosselin était abbé à Cherbourg, aumônier de l'hôpital militaire et de l'hôpital Pasteur, et il va profiter de cette situation pour protéger des personnes. Il sera finalement reconnu juste parmi les nations. Et là, il est photographié d'ailleurs à Jérusalem, Yad Vashem, dans le jardin où il a planté un arbre. Son rôle a été sans doute déterminant dans plusieurs affaires. Et puis le cas d'Henri Rist alors, est particulier. C'est un abbé dont le père était juif, qui curé de Benneville, et qui va prendre aussi... Enfin, pas directement sous son toit, mais autour de lui, il va placer des enfants envoyés par l'organisme de Sion. Et il va participer donc au sauvetage d'enfants. Avec cette petite différence que plusieurs des enfants qu'il va sauver vont être convertis au catholicisme, ce que, en principe, l'Église n'encourageait pas pendant l'occupation. Les évêques étaient très clairs. Les enfants ne doivent pas être baptisés contre la volonté de leurs parents et ne doivent pas être baptisés s'ils n'ont pas reçu une instruction religieuse. Les revenants des camps d'Auschwitz, il y en a, enfin du camp d'Auschwitz, il y en a très peu. Il faut quand même parler de Jacques Hazak, qui, parce qu'il a été arrêté très tard, va survivre à la libération d'Auschwitz et aux marches de la mort. Il s'était réfugié avec son père et avec sa sœur dans la zone sud, mais plus précisément dans la zone qui était gérée par les Italiens. Et cette zone tenue par les Italiens a longtemps paru aux Juifs comme une zone où ils étaient plus en sécurité. Malheureusement, lorsque l'Italie fasciste va capituler, eh bien, les Allemands vont envahir toute la zone, et particulièrement le secteur de Nice, et beaucoup de Juifs vont être arrêtés à ce moment-là. C'est le cas de Jacques. Hein. Donc si on s'intéresse maintenant pour finir au sort des 145 Juifs de la Manche, vous voyez que finalement une forte proportion des 145 Juifs ont été arrêtés, 67 sur 145. Donc après, on a les prisonniers de guerre, on a une personne qui est décédée à son domicile, c'est Madame Mobulescu. Hein, mais ça fait presque la moitié des Juifs de la Manche qui sont arrêtés. C'est beaucoup plus qu'au niveau national. Mais j'ai aussi expliqué que beaucoup des Juifs, même français,
étaient français depuis peu et donc ne bénéficiaient pas toujours des réseaux qui leur auraient permis d'échapper aux persécutions. Alors sur les 67 personnes arrêtées, la grande majorité a été tuée en déportation. Vous voyez que 53 sur 67 ont été tués en déportation. Vous en avez quand même quelques-uns qui ont été libérés, donc 7. 3 rentrés, donc tout à l'heure je vous ai parlé de M. Azak qui est rentré. Il faut ajouter les personnes, M. Mandelbaum par exemple qui était Aurigny, qui est donc déporté, mais qui est rentré du camp d'Aurigny. Une personne tuée en France, c'est quelqu'un qui était détenu à Drancy et les Allemands, lorsqu'il y avait un bombardement sur l'agglomération parisienne, utilisaient cette main-d'œuvre qui était à Drancy et il est mort en déblayant des grabats à cause d'une bombe à retardement. Et puis vous avez une évasion. Ça, c'est Annette Belziski qui a réussi à s'évader du sanatorium où elle avait été envoyée. Alors pour les 43 enfants que j'avais recensés en octobre 40, ceux qui ont moins de 16 ans, 43 enfants, heureusement, vous voyez que les 2 tiers n'ont pas été arrêtés, ne sont pas morts en déportation. 13, c'est encore beaucoup, mais on voit que les enfants, dans la Manche comme dans le reste du pays, en France, c'est une particularité, ont bénéficié de protection. Et vous avez une jeune fille qui avait presque 16 ans en 1940 qui est revenue de déportation. Alors cette histoire, elle est difficile encore aujourd'hui à écrire pour d'autres raisons qu'au lendemain immédiat de la guerre. Alors, deux aspects. Vous avez par exemple cet article qui est publié dans la presse bourgeoise dès août 1945 qui parle d'Auschwitz, Auschwitz, c'est Auschwitz, qui parle des crimes monstrueux. C'est un très long article sur les assassinats en masse à Auschwitz. Et pas une seule fois dans cet article, pas une seule fois, il n'apparaît le mot de juif ou d'israélite. Donc, la spécificité du génocide juif est niée ou ignorée, parce que c'est peut-être pas intentionnel, mais dans la France d'après-guerre. Après, on voit qu'il y a eu une volonté quand même, bien sûr, de garder la mémoire des victimes du nazisme avec l'érection de mémoriaux à Cherbourg, puis à Saint-Lô, avec ici la porte de la prison. Et à la porte de la prison, vous avez donc la liste des victimes de la répression nazie, et les Juifs figurent parmi les victimes résistantes, par exemple. Après, cette liste, il faut la prendre avec précaution, parce que parmi les victimes, vous avez les noms de personnes qui n'ont jamais mis le pied dans la Manche, et qui sont en fait les ascendants de personnes qui sont venues vivre dans la Manche après la guerre. Donc voilà, c'est une histoire difficile à écrire, mais qui est possible quand même. L'écriture de cette histoire a été possible, et elle n'est pas terminée, grâce aux témoignages qui sont recueillis et au croisement d'archives, mais ça suppose un travail très particulier, très précis de reconstitution du sort de chaque personne. Merci. Eh bien, merci Olivier pour ce travail, je dirais, très important, qui est à la fois un travail de recherche, mais aussi un travail de mémoire. Et je crois que ce qui est important, c'est que souvent, quand on parle de la Shoah, quand on parle du sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on le fait d'une manière macro. On dit la Shoah, tant de millions de victimes, etc. Et là, tu as personnalisé quelque part cette approche en nous montrant ces personnes,
ces cas individualisés. On voit que même ramené à l'échelon d'un département comme le nôtre, sur les 145 personnes que tu as recensées au départ, il y en a quand même 53 qui sont décédés, c'est-à-dire 40%. Si on prend les enfants sur les 42, il y en a 13, c'est-à-dire qu'on est presque à 30%. Tu as bien montré aussi le rôle, je dirais, presque simple et souvent pas reconnu de ces justes qui, à un moment donné, se sont investis pour protéger, notamment en direction des enfants. Je crois qu'il est intéressant aussi, tu l'as évoqué à un moment dans le démarrage de la conférence, si on revient à un plan plus global, c'est que ces racines antisémites ne sont pas apparues avec le démarrage de la guerre, mais elles étaient déjà bien présentes dans les années 30, notamment dans ce qu'on peut appeler effectivement la droite conservatrice. Ce qui est aussi, je crois, très intéressant, c'est qu'il y a souvent eu un fantasme important, que ce soit dans notre département ou dans d'autres régions, sur « ils ont été arrêtés parce qu'ils ont été dénoncés ». Mais en fait, on s'aperçoit que c'est davantage une mécanique, une organisation. Et notamment, ce que tu as évoqué à un moment, si on n'a pas de train disponible, on n'arrête pas. Dès l'instant où on a des possibilités qu'on qualifierait aujourd'hui de logistique, eh bien on va arrêter. Et que cette organisation, en plus, tu l'as montré à un moment, c'est pas au jour le jour, mais c'est anticipé. Il y a des listes qui sont anticipées et qui, le moment venu, quand on a la disponibilité de train, vont pouvoir être effectivement activées. Ce qui est intéressant aussi, je prendrais, parce qu'on est à côté d'Amby, le cas de Bida Mordeau, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est de voir comment ces personnes, pour beaucoup d'entre elles, faisaient encore confiance au moment de leur arrestation aux autorités françaises. On peut penser, dans le cas de Bida Mordeau, que les gendarmes qui sont venus la veille sont peut-être venus la veille pour laisser le temps à un environnement de la cacher, de la protéger, ce qui aurait certainement été possible. On sait qu'elle a consulté le curé Gauthier de Amby, qui lui a conseillé d'obtempérer. Et je crois, c'est Daniel Blouet qui l'a rapporté dans le travail qu'il a fait sur ce cas, que quand elle est à Drancy, comme elle est aveugle, elle ne peut pas écrire, mais elle fait écrire une lettre par l'une de ses codétenues, ou encore à Drancy. Alors, à la fois, elle remercie les gens d'Amby qui l'ont accueillie, et où on sent qu'il y a encore un espoir. Effectivement, et cette lettre a été reprise dans le bulletin paroissial après-guerre. On peut effectivement la lire. Donc vraiment encore un grand merci à toi pour ce travail qui, comme tu l'as rappelé, reste en cours. Oui, toujours. Toujours. Il y a encore des choses à trouver. Oui, parce que 145 destinés, il y a encore des personnes où j'ai juste survolé en fait. Donc j'espère effectivement obtenir encore des informations sur d'autres personnes que celles que j'ai montrées là. Eh bien, écoute, encore merci à toi. Rien. Merci.